L'échiquier international, bienvenue à vous. Raza visé par un plan total d'occupation et c'est un plan qui s'inscrirait dans la durée. C'est en tout cas le cœur du nouveau planning sioniste, la nouvelle feuille de route, un nouveau plan donc qui s'articule petit à petit. Cependant, le rythme également devrait monter d'un cran dès la tournée de Donald Trump prévue dans la région dès la mi-mai. Les réservistes sionistes sont appelés pour occuper surtout le territoire côtier, pousser les Palestiniens vers le sud, en tout cas tenter de le faire pour les entasser dans une zone davantage réduite. Telle est la marque qu'on devrait voir sur ce nouveau plan qui équivaudrait à une rupture avec l'ancienne feuille de route de désengagement voulue par Ariel Sharon en 2005. Netanyahou, déjà lui, à l'époque, c'était il y a 20 ans, était contre. Ce dont on parle ici, c'est-à-dire ce brutal remodelage avec son lot de morts palestiniens, des femmes et des enfants surtout, sans parler des réfugiés, c'est tout simplement l'occupation des territoires razaouis entre 1967 et 2005. Très peu de choix s'offrent aux Palestiniens. La lutte, mais pas pour tout le monde, la soumission, l'exil ou la mort. Le vieux rêve messianiste juif s'articule sous nos yeux, c'est-à-dire vider la population autochtone, raser les habitations et occuper le territoire. Est-ce le sort qui attend Raza, qui abritait plus de 800 000 âmes avant le génocide? On en parle avec notre invité du jour et c'est tout de suite. On le disait à l'instant, Raza visé par un plan total de l'occupation et quelles en seraient donc les conséquences? On en parle avec notre invité du jour. Il intervient à partir de Naplouse. Il s'agit de Emilio Dabed, spécialiste international et spécialiste des droits de l'homme, enseignant à l'université An-Najah à Naplouse. Merci d'être des nôtres, Monsieur Dabed. Merci à vous. Alors, Emilio Dabed, on est à plus de 19 mois de guerre depuis mars. Il n'y a plus d'aide humanitaire à Gaza. La colonisation utilise, en plus des bombardements, l'arme de la faim, qui est un crime de guerre. Le droit international, vous qui l'enseignez, est lettre morte quand on parle de Gaza, visiblement. On a un petit souci de connexion avec Emilio Dabed, qu'on tente de récupérer à l'instant. Donc, on le disait, ce nouveau plan de remodelage brutal du Moyen-Orient, c'est à peu près ce que voulait Donald Trump, mis à part la séquence de son intronisation, où on pensait peut-être hâtivement qu'il y aurait un cessez-le-feu. Vu les événements actuels, ce n'est pas du tout le cas, bien au contraire. La colonisation a pris un rythme effréné, les morts s'entassent, notamment des femmes et des enfants. On vise délibérément des infrastructures universitaires, médicales, sans parler des journalistes. On se rappelle que c'était à peu près le plan de 1967, c'est-à-dire où Raza était complètement et totalement et en profondeur occupé. Et c'était même Ariel Sharon, c'est-à-dire en 2005, son plan qui consistait à vider Raza a échoué. Est-ce qu'on a récupéré Emilio Dabed? Allô, oui. Alors, je le disais, Emilio Dabed, pendant que vous nous aviez quitté, je le disais rapidement, je rappelais un peu le contexte. Je disais qu'actuellement, on utilisait l'arme de la faim. On est à plus de 19 mois de guerre, plus d'aide humanitaire qui rentre depuis mars. La colonisation est de plus en plus difficile. On utilise l'arme de la faim. Comment est la situation sur place, vous qui êtes à Naplouse? Qu'est-ce que vous disent les gens, vous qui êtes en interaction, surtout avec des étudiants? Racontez-nous un peu l'environnement sur place. Ouais, écoutez, en Cisjordanie, la situation est complètement différente, même si l'occupation, effectivement, s'est centrée aussi, après Gaza, s'est centrée depuis des mois sur la Cisjordanie. Donc, on a en ce moment
plusieurs villes qui sont complètement fermées, des camps de réfugiés qui ont été envahis par l'armée israélienne et on procède maintenant à la démolition de maisons. Et donc la situation en Cisjordanie est aussi angoissante et préoccupante que la situation à Gaza, même si la destruction elle est moindre en comparaison à Gaza. La peur, c'est que l'occupation israélienne vient en fait vers le reste de la Palestine. En fait, ce qui se passe à Gaza, on pourrait dire qu'Israël ne fait que revenir sur son plan originel, qui était l'occupation de toute la Palestine et soit l'expulsion, soit la annihilation du peuple palestinien. Donc, même si la situation est un petit peu moins terrible en Cisjordanie, les Israéliens, on croit, préparent à répliquer ce qu'ils ont fait à Gaza en Cisjordanie. On parle de 1000 morts. La situation est assez préoccupante. On parle de 1000 morts concernant la Cisjordanie depuis un an, Emilio Dabed, quand même. Et aussi, on a parlé de la situation de la colonisation sauvage. On a implanté à peu près 1 million d'âmes. C'est une implantation sauvage. On parle également d'une colonisation un peu plus, disons, moins brutale, mais en tout cas qui est bien là et qui avance. Écoutez, c'est un plan et ils exécutent ce plan-là. Le plan est très clair, c'est la disparition de la cause palestinienne et ça passe par la disparition donc de la population palestinienne et la réoccupation de tout le territoire. Il faut bien savoir que de toute façon l'occupation même à Gaza n'avait jamais pris fin, si vous voulez, d'après tous les experts en droit international et les organisations internationales, on a toujours considéré Gaza depuis 2005 comme restant occupé. Donc la situation, en réalité, n'a pas vraiment changé. Ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est la situation à Gaza, parce que là, effectivement, on se prépare. Ça fait plus d'annonces, donc ça fait 19 mois qu'on prépare, qu'on est en train de regarder aujourd'hui, c'est-à-dire le nettoyage ethnique de la Palestine télévisé. De la même façon qu'on a vu un génocide télévisé avec le silence des États occidentaux, parfois la complicité des États occidentaux. Donc la situation en Palestine reste extrêmement délicate. On parle de la terre, on parle de l'existence de la cause palestinienne. C'est ça qui est en risque aujourd'hui. Mais pas seulement, vous voyez, parce que ce silence et la complicité des pays occidentaux avec le génocide à Gaza et le nettoyage ethnique qui se prépare à Gaza et en Cisjordanie en ce moment, ça ne représente pas seulement une menace pour la Palestine et les Palestiniens, mais pour le monde entier. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment l'ordre international qui est remis en cause aujourd'hui. Et donc le message de Gaza et le message de la Cisjordanie aujourd'hui est très clair. Le génocide est une alternative politique pour les pouvoirs coloniaux et impériaux occidentaux. Vous voyez, si les gens pensent qu'ils se sentent pas concernés parce qu'ils sont trop loin, ils se trompent. Vraiment, ils se trompent parce que le message est très clair. Le génocide, le nettoyage ethnique est une alternative politique en Palestine et ailleurs. Et vous avez entendu les dirigeants israéliens, et ils ne vont pas s'arrêter là. Leurs intentions sont très claires. C'est-à-dire, ils parlent du grand Israël qui comprendrait pas seulement la Palestine, mais la Jordanie, le Liban, une partie même de l'Arabie Saoudite et de l'Égypte. Donc le projet colonial, en fait, affecte tout le monde arabe. Du Tigre jusqu'à l'Euphrate, le fameux plan messianiste voulu par de nombreux
messianiste juif bien avant Théodore Herzl. Emilio Dabed, je vous rappelle cette phrase prononcée le 11 janvier 2004 dans un discours décliné par Netanyahou où il disait « Nous n'avons pas l'intention d'occuper Gaza indéfiniment ou de déplacer sa population ». Discours qui a été prononcé le 11 janvier 2024. Vous l'avez dit, on l'a vu à travers les images, cette fameuse planification qui inclut d'en appeler les réservistes et vouloir occuper la côte Razaoui, nous rappelle aussi les visées de Donald Trump et son fameux plan de Rivera concernant Raza, bien entendu sans les Palestiniens. Oui, bien sûr. Maintenant, vous voyez, les déclarations de dirigeants israéliens, il faut bien les prendre parce qu'elles sont, en fait. C'est des déclarations qui vont changer, ça dépend de la stratégie du moment, etc. Effectivement, le gouvernement Netanyahou qui est complètement conditionné par les extrémistes de droite, même si Netanyahou lui-même est un extrémiste de droite, lui permet pas de changer de cours, et je ne crois pas que son projet soit changé de cours. Les Israéliens aujourd'hui voient la situation à Gaza et en Cisjordanie comme une opportunité, en fait, comme une opportunité pour finir avec le plan qui était le plan de 1948, qui a toujours été le projet. C'est la colonisation de toute la Palestine. Maintenant, vous faites référence aux déclarations de Trump. Écoutez, Trump, c'est un agent immobilier au pouvoir. Et donc, il ne comprend pas, effectivement, de qui il parle. Il ne comprend pas la situation en Palestine. Trump répond aux dynamiques de pouvoir. Il répond à ses bailleurs de fonds pour la campagne électorale. Il répond à des dynamiques de pouvoir qui sont parfaitement impériales et coloniales. Donc effectivement, ça fait un moment que j'ai arrêté d'entendre les déclarations des gens comme Trump, le gouvernement nord-américain, et même les déclarations d'autres États occidentaux, vous voyez, parce que en fait, on nous dit quelque chose et on fait exactement le contraire. On a vu récemment le président français Macron parler de la Palestine et de comment la situation était si terrible. Et en même temps, on ne voit pas la France bouger un doigt pour faire quoi que ce soit de substantiel dans la situation à Gaza. Emmanuel Macron. Pour moi, ça répond à un plan qui est très clair. Et la seule solution pour confronter ce projet, le projet sioniste, c'est la résistance. Il n'y a pas d'autre moyen. Et quand je dis résistance, je parle de toute forme de résistance. Pas forcément armée. On a fait des négociations, ça a échoué. On a été à l'ONU, ça a échoué. On a été à la Cour internationale de justice, on a été à la Cour pénale internationale. Il semblerait qu'il n'y a pas une institution de droit international où il n'y a pas un État au monde qui soit capable d'arrêter le projet de colonisation sioniste. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est ça la question. Emilio Dabed, vous êtes enseignant du droit international. Vous dites que au niveau des institutions comme la CPI, c'était un échec, mais pourtant l'entité sioniste a été reconnue comme l'entité sioniste a été reconnue comme étant peut-être opérant un plausible génocide, qu'il y avait les facteurs qui pouvaient nous inciter à penser que c'est exactement ce qui se passait, c'est-à-dire un plan de génocide. Donc c'est une victoire, c'est une demi-victoire. Vous dites que c'est un échec parce qu'il n'y a pas eu d'éléments coercitifs, c'est-à-dire que ces institutions internationales n'ont pas d'armée ou n'ont pas de police pour pour imposer le cessez-le-feu, en tout cas l'arrêt des bombardements ou des massacres. Oui, bien sûr. En fait, vous avez raison. Il y a des côtés très positifs dans l'intervention de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale. Effectivement, la Cour internationale de justice a décidé qu'il y avait une plausibilité d'un génocide à Gaza. La Cour pénale internationale a émis
des mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens. Tout ça est très bien. Mais en même temps, ce qu'on voit, c'est que, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, le système légal international n'a pas une police, n'a pas des mécanismes coercitifs, et donc ça reste entre les mains des États membres des Nations Unies. Et on voit comme ils agissent. En fait, Netanyahou, il vient de faire un voyage en Europe, et après il est parti aux États-Unis, il est passé par le territoire aérien de plusieurs pays de l'Europe qui sont absolument obligés à mettre en application les décisions de la Cour pénale internationale, et pourtant ils l'ont pas fait. Vous voyez, il est passé, dans ce sens-là. Il est surtout passé par la Hongrie. Il est passé par la Hongrie. Et, Orban a dit qu'il ne comptait pas interpeller Netanyahou et que surtout son pays comptait quitter la CPI. Oui, mais vous voyez, la responsabilité de l'Hongrie par rapport à ça reste quand même ferme, c'est-à-dire que il est clair dans le droit international et dans le statut de Rome que même quand vous vous retirez du traité, il y a un délai. C'est-à-dire que cette décision, elle n'a pas d'effet immédiat. Et donc, l'Hongrie était obligée de mettre en application le mandat d'arrêt. Et ils ne l'ont pas fait. La France a permis la traversée de l'avion de Netanyahou par le territoire français aussi. Donc, ce qu'on voit, monsieur, aujourd'hui, c'est que l'Occident n'est pas seulement disposé à appuyer le génocide et le nettoyage ethnique de la Palestine, mais aussi qu'ils sont disposés à mettre en risque tout le système légal international qu'on avait mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que le message, si les pays occidentaux ou d'autres pays ne mettent pas en application, ne mettent pas en place, n'obéissent pas les décisions des cours internationales, le message pour le reste des États du monde est très clair. Vous pouvez vivre dans l'impunité totale tant que vous avez les alliés qu'il faut. Surtout qu'Emilio Dabed, Raza, on est à Raza, on a assassiné plutôt 400 humanitaires en 18 mois, plus de 1000 docteurs, 222 journalistes. Et on voit, ce sont des victimes du suprémacisme colonial décomplexé. Est-ce que vous décriviez un peu ce droit international frappé de caducité? Vous qui l'enseignez, est-ce que vous pensez qu'il faudra complètement le reconstruire, le refonder de A à Z, vu que l'entité sioniste est en train de, si on veut utiliser une métaphore, tout emporter avec elle? Absolument. Écoutez, il n'y a pas de doute qu'aujourd'hui, la preuve, c'est la Palestine et notamment Gaza. Il n'y a pas de doute que le système légal international a besoin de réformes. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de doute. Le problème, c'est que le système légal international repose sur les volontés des États membres de ce système-là. Et parmi eux, il y en a 5 qui ont à l'ONU un droit de veto qui empêche de faire des réformes substantielles, qui empêche les réformes qu'il faut. Je ne vois pas comment ces membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pourraient accepter des changements tels qu'ils sont proposés, c'est-à-dire d'élargir un système ou de mettre en place un système plus démocratique au Conseil de sécurité. Ça voudrait dire que les membres permanents perdraient leur droit de veto. Bon, ils vont imposer le droit de veto sur n'importe quelle décision dans cette direction-là. Et donc, on est un peu coincé là-dessus. Alors, Emilio Dabed, rappelons que l'Algérie demande pour qu'on réforme le droit international et
qu'on introduise des pays, comme beaucoup de pays africains ou certains pays sud-américains, justement pour un peu équilibrer les décisions prises par les membres permanents. Autre question, Emilio Dabet, peut-être aussi que vous parliez tout à l'heure d'une complicité occidentale, en tout cas le mutisme qu'on permettait à l'avion de Netanyahou de traverser certains espaces aériens européens. Peut-être que la volonté est de faire pression sur la résistance palestinienne, c'est-à-dire qu'on ferait tout pour faire plier le Hamas et le forcer à accepter un cessez-le-feu qui serait davantage favorable à l'entité sioniste. Et dans ce cas de figure, beaucoup de pays arabes seraient complices, on est obligé de le dire. Absolument, absolument. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Vous voyez, effectivement, tout ce qu'on fait aujourd'hui à Gaza est fait dans un seul but, c'est-à-dire permettre à Israël de faire tout ce qu'ils veulent pour atteindre des objectifs qu'on comprend pas trop aujourd'hui parce ils ont déjà tout détruit. Donc il y a même des militaires israéliens qui disent qu'il n'y a plus d'objectifs militaires à Gaza et donc que cette guerre n'a plus de sens. Et donc il faut bien se poser la question si les mêmes militaires israéliens disent ça, quel est l'objectif donc? Et l'objectif, monsieur, il est très clair. Il ne s'agit pas de la défaite du Hamas, parce que le Hamas, de toute façon, il ne sera pas vaincu dans le sens de victoire militaire, parce que le Hamas est un mouvement qui représente quand même la moitié de la population, ou un petit peu moins de la population palestinienne, qui a un ancrage dans la population palestinienne, qui effectivement ne permet pas ou qui rend cet objectif de la destruction du Hamas pas vraisemblable. Et les Israéliens, ils le savent. Donc, il faut bien se poser la question, s'ils savent qu'ils ne vont pas vaincre le Hamas, quel est l'objectif? Peut-être de se maintenir, la destruction de la cause palestinienne, la destruction du peuple palestinien et l'occupation du reste de la terre palestinienne, il n'y a pas de doute. Et aussi de tenter de se maintenir en haut de l'organigramme du pouvoir pour Netanyahou, qui essuie pas mal de critiques, voire d'attaques de la part de son service de sécurité, des anciens ministres, des membres du Shin Bet. Il veut faire des réformes pour davantage appuyer ou en tout cas faire pression sur les décisions de la justice sioniste. Enfin, c'est aussi ça un peu le plan de Netanyahou, rester au pouvoir vaille que vaille. Oui, bien sûr. Bon, il y a d'abord les dynamiques qui répondent directement aux ambitions de Netanyahou lui-même, mais il ne faut pas se tromper. Parce que il n'y a pas que Netanyahou, vous voyez, ce qu'on voit aujourd'hui à Gaza compte avec l'appui de plus de 60-70% de la population israélienne. Vous voyez, et même plus. Donc, oui, vous avez raison. Il y a des dynamiques qui répondent aux ambitions de Netanyahou de rester au pouvoir et de évader ou de s'échapper de la justice israélienne. Mais en même temps, quand on voit ce qui est à côté de Netanyahou, disons qu'aujourd'hui ou demain, il y avait des élections en Israël, la situation de l'échiquier politique israélien ne changerait pas énormément, sauf que ça pourrait virer encore vers la droite. Merci. Donc, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a une sorte de consensus dans la société israélienne, comme quoi il n'y a pas de problème à commettre un génocide, il n'y a pas de problème à nettoyer ethniquement la Palestine. Vous le voyez, je ne sais pas si vous avez regardé une émission, un documentaire qui a été présenté par la BBC il y a je sais pas, 2 semaines, où on interviewait des colons israéliens et ils disaient les choses très clairement. On a vu ça, oui. Très clairement. Donc, quel est l'objectif et comment le faire, etc. Donc, vous voyez, oui, il y a Netanyahou, mais il y a toute la société israélienne Merci, qui est devenue complice
et appuie le génocide, le nettoyage ethnique. Merci Donc, Milo Dabed, bon. merci pour ces informations, merci d'avoir été des nôtres. Malheureusement, on arrive à la fin de notre discussion. Milo Dabed, je rappelle que vous êtes spécialiste du droit international et des droits de l'homme et que vous êtes enseignant à l'université An-Najah à Naplouse. Bon courage à vous et je vous dis à bientôt. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et bonne suite des programmes sur L24.